Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer à la une de ce jeudi 15 juin. Conférence de presse du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a fait le point de l'Eurobond 2017. La moisson était bonne pour la Côte d'Ivoire. Près de 1140 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le plan national de développement 2016-2020. Et nous ferons une incursion dans le milieu des sapeurs-pompiers militaires, des soldats très sollicités en cette saison de pluie. Comment travaillent-ils? Quelles sont leurs missions? 24 heures sous les eaux avec les sapeurs-pompiers. Nous verrons les dangers qu'ils affrontent. Il y avait de l'émotion ce jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La dépouille de l'international ivoirien Cheikh Tioté, décédé en Chine, est arrivée aujourd'hui à Abidjan. Des membres du gouvernement et ses anciens coéquipiers ont fait le déplacement. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était ce matin face à la presse nationale et internationale. Il a fait le point de son voyage en Europe et aux États-Unis d'Amérique pour l'opération de mobilisation des ressources Eurobond 2017. La moisson a été bonne pour la Côte d'Ivoire. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le financement du plan national de développement. Le reportage de Noël Gnagno. Parti dans le silence qui sied à une telle mission le 1er juin dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré heureux et fier le 8 juin, avec une conviction à partager avec les Ivoiriens. Conviction soulignée à haute et intelligible voix à la presse nationale et internationale ce jeudi. Soyez fiers, votre pays est la première économie en termes de croissance dans l'UEMOA. Votre pays en Afrique subsaharienne est la deuxième économie en termes de croissance. Votre pays fait partie des 10 pays dans le monde qui ont la plus forte croissance dans le monde. Donc vous pouvez en être fiers et les perspectives du pays sont bonnes. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut que l'on travaille. Traduction concrète de cette conviction, des investisseurs internationaux des places financières visitées, Paris, Francfort, Munich, Londres, Boston et New York, ont pris le pari de soutenir le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire à hauteur de 1140 milliards de francs CFA, malgré les vagues qui ont secoué les berges de la lagune ébriée. Tout un discours. Tout d'abord, le témoignage du leadership du président de la République et de l'adhésion de la communauté financière internationale à sa vision de transformation de l'économie et de la société ivoirienne. Ensuite, la confiance des acteurs des marchés internationaux des capitaux dans la signature de l'État de Côte d'Ivoire que traduisent le niveau des souscriptions et les taux d'intérêt compétitifs qui ont été obtenus. Par ailleurs, la forte souscription de l'émission en euros est la preuve de la profondeur du marché de l'euro et de l'existence d'une poche de liquidité de ressources accessibles à des maturités plus longues et à des taux plus avantageux. Ces taux sont respectivement 6,25% pour le milliard 225 millions de dollars US, soit 700 milliards de francs CFA, et 5,125% pour les 625 millions d'euros, soit 410 milliards de francs CFA. Ce financement baptisé Eurobond permet aux États en quête de ressources de saisir des opportunités de financement de leurs investissements sur les marchés internationaux de capitaux, affirmer leur présence sur ces marchés et accélérer l'exécution de leurs programmes d'investissement. La Côte d'Ivoire est à son deuxième Eurobond avec en toile de fond la peur du niveau d'endettement du pays. Sur la question, le Premier ministre s'est voulu on ne peut plus clair. Le taux d'endettement de notre pays s'établit à fin 2016 à 42,1%, c'est la dette donc sur le PIB, l'un des plus faibles de la zone UEMOA et largement en deçà de la norme communautaire maximale de 70%. Rappelons que ces ressources mobilisées vont contribuer au financement du budget 2017 où il est prévu une recherche de 1296,6 milliards de francs CFA sur le marché financier national et international. Grande satisfaction donc, il ne reste plus qu'une centaine de milliards à mobiliser et le compte peut être considéré comme bon pour la Côte d'Ivoire. Voilà, notez que l'intégralité de cette conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vous sera proposée tout juste après ce journal à 20h50 sur RTI1.
On les appelle les soldats du feu. Leur mission est de sauver des vies. Les sapeurs-pompiers militaires interviennent, vous le savez, dans de nombreuses circonstances, incendies, accidents, inondations, pour secourir des vies. Eh bien, en cette saison pluvieuse, ils sont très sollicités. Ces soldats ont secouru 141 personnes depuis le début de cette saison. 24 heures sous les eaux avec les sapeurs-pompiers. C'est un reportage d'Alexis Ouedraogo. 10 heures ce mercredi, nous avons rendez-vous avec le colonel Sako. Ce matin, son équipe d'intervention subaquatique est en alerte pour une intervention dans une zone inondée. Mobio, le chef d'équipe, est remonté à bloc. Nous sommes entraînés et formés pour ça. Si nous avons peur, la population dira quoi? Or, c'est sur nous, la population compte. Instructions données, matériel chargé, l'équipe démarre. Depuis le début des grandes pluies, les sapeurs-pompiers ont pu mettre en sécurité plus de 141 personnes et repêcher une dizaine de corps. 24 et 25 mai, il y a eu de fortes pluies qui ont occasionné même des décès suite à des éboulements et la montée d'eau dans certaines zones d'Abidjan. Et depuis le 10 juin jusqu'à aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de scènes d'inondation et de personnes emportées par les eaux. Angré-Château, depuis dimanche, l'équipe fait des rondes pour aider les riverains les plus fragiles à sortir. Les fortes pluies ont formé un lac de fortune, maintenant les riverains prisonniers. Depuis dimanche, on ne sait pas comment nourrir les enfants. J'ai dû me nager dans l'eau pour aller acheter les médicaments de l'enfant qui a piqué une crise d'asthme. Jacques ne veut pas être filmé. Il est le propriétaire de l'immeuble le plus enclavé. Cette situation, il avait vu venir lorsque derrière son immeuble, un mur a été construit sur le chemin naturel des eaux de ruissellement. Il avait alors adressé des courriers qui ont abouti à l'interdiction de construction, un arrêté délivré par l'ONAD, mais pourtant, le mur a été construit. Ils ont transformé le bassin d'orage en une cité. Avant que le mur ne soit construit, on était en paix. Mais depuis que le mur est construit, cette année, vraiment, c'est la catastrophe. Pour lui, l'arrivée des sapeurs-pompiers dès les premières inondations a été un immense soulagement, car le pire aurait pu arriver. Pour rejoindre l'immeuble de Jacques, pas d'autre choix que d'embarquer dans un canot de sauvetage. Au balcon, les riverains enfermés chez eux depuis dimanche. Bien qu'il n'ait pas plu depuis mardi soir, le rez-de-chaussée de l'immeuble de Jacques, lui, est sous 1 mètre d'eau. Lorsque l'eau arrivait, d'abord, ma famille et moi, on était dehors là pour voir l'eau arriver. Et j'ai dit, bon, attendez à ce que je parte dedans pour sauver un peu quelque chose. Mais arrivé dedans, l'eau m'attrapait déjà ici. Depuis les douches, de toutes les douches, l'eau sortait. On se réjouit du fait que les sapeurs-pompiers viennent vraiment nous aider. Grâce à eux, ils ont pu évacuer certaines personnes. Ici, c'était un peu l'explosion. Tout le monde était content parce qu'on a pu au moins sortir, aller faire des achats pour revenir. Sur le toit de l'immeuble, le chef d'équipe insiste sur la prudence à avoir face à la force de l'eau. Hier, nous avons été sollicités à Ndoutré pour 2 corps dans un caniveau. Donc quand nous sommes arrivés après renseignement, c'est la dame qui était allée pour le marché et puis monsieur qui s'inquiétait à cause de la pluie est allé attendre sa femme. Donc chemin faisant, les deux, ils ont emprunté un pont de fortune. Malheureusement, le pont a cédé. Dès qu'il pleut et que vous sentez que les eaux montent, et si vous vous sentez en insécurité, vraiment, n'hésitez pas à appeler. Voilà, ne cherchez pas à rester, parce que parfois aussi, quand nos hommes viennent, on dit non, c'est bon, je vais rester, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il y a une inondation ailleurs, donc ils s'en vont. Et l'eau monte ici, et vous vous retrouvez coincé. Donc, si vous pouvez partir, trouver un parent ou quelque chose en attendant, vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire. L'équipe prend congé après s'être rassurée que tout le monde va bien. Les pertes à ce jour sont inchiffrables pour les riverains. Voitures, meubles, argent, vêtements, documents administratifs, tout est à refaire. Les hommes du colonel regagnent le camp. Nos interventions globales, toutes les interventions du GSPM, jusqu'à ce jour, nous sommes à plus de 7000 interventions faites sur toutes les casernes du GSPM pour environ 8000 personnes transportées dans les hôpitaux.
Alors que le ciel s'obscurcit, les sapeurs-pompiers font retentir l'alarme de leur véhicule. Avec une météo qui annonce de très fortes pluies ces prochains jours, plus que jamais leur mission prend tout son sens, sauver ou périr. Voilà Alexis Ouedraogo qui a donc bien fait de troquer sa casquette de journaliste au profit de celle de sapeur-pompier pour secourir des vies en cette saison pluvieuse. Et justement, le gouvernement a entendu le cri de cœur des populations du côté de San Pedro. Les ponts qui avaient été coupés par les pluies diluviennes sont en voie de réhabilitation. Une équipe technique du ministère des Infrastructures économiques est sur le terrain. Les travaux vont démarrer. L'équipe donne quelques jours seulement pour rendre ses voies opérationnelles. Sam Kona, Adama Kone. Le gouvernement a pied d'œuvre pour reconstruire les parties des voies coupées par les pluies dans la région de San Pedro. Une équipe de techniciens venus d'Abidjan est sur le terrain. Depuis la veille déjà, sous l'initiative du préfet des régions et du député de San Pedro commune, des jeunes du village de Djiréni-Payo ont procédé au remplissage de la partie coupée de l'axe San Pedro-Soubré, ce qui permet aux véhicules de circuler en attendant une réparation complète. Dans l'urgence, en tant qu'élu, c'était de faire en sorte que ma population puisse se déplacer. L'équipe du ministère des Infrastructures économiques était ce jeudi sur les lieux pour évaluer et procéder à la réfection des parties de la chaussée endommagées. Des travaux sont alors engagés sur 3 chantiers. D'abord, l'axe San Pedro-Grand Bérébi. Nous avons demandé comme solution de faire rapidement une déviation pour permettre aux usagers de passer. Une fois que cette déviation sera construite, alors nous allons nous attaquer au principal, c'est-à-dire la reconstruction de l'ouvrage. Ensuite, sur l'axe San Pedro-Soubré, la nature des interventions est tout autre. Nous allons travailler de nuit et à cette période-là, justement, on sera obligé de couper entièrement la route. Donc nous allons communiquer là-dessus. Nous allons prendre une nuit pour enlever les bus qui sont fortement dégradés et puis les remplacer. Le lendemain, les gens pourront passer. Enfin, sur la côtière. Nous avons identifié tous les points d'inondation sur l'axe depuis Dabou jusqu'à Tabou. On a un fichier. Ce que je viens de voir ce matin indique que vous avez pratiquement 2 mètres d'eau sur la route. Et là, 2 mètres d'eau sur la route, sur une longueur de 500 mètres. Ça veut dire qu'il faut absolument un ouvrage beaucoup plus important que celui qui est là. Les camions chargés d'huile de palme et de caoutchouc devront patienter durant 3 jours encore avant de se rendre au port autonome de San Pedro. Le ministère de la Construction, avec l'appui de la Banque mondiale, vient d'achever une étude sur les logements dans la zone du Grand Abidjan. Il en ressort un déficit de 700 000 logements à combler. Alors, quelle stratégie faut-il mettre en place pour une production suffisante face à la demande croissante? Comment allier qualité et coût? Et surtout, comment atteindre le chiffre de 150 000 logements d'ici à 2020? Élément de réponse avec Serge Coléa dans nos prochaines éditions. C'est la commune de Bingerville qui accueille depuis hier la campagne de démoustication, une opération lancée le 6 mai dernier dans la commune de Cocody. L'objectif est de lutter contre la maladie de la dengue causée par le moustique. Le lancement de l'activité à Bingerville coïncide avec des rumeurs qui font état de nouveaux cas de maladie de dengue enregistrés dans le district d'Abidjan. Mais le ministère de la Santé rassure les populations, nous explique Chantal Akandan. Faisons attention aux rumeurs. Il n'y a pas de cas de dengue pour l'instant à Makuri. L'Institut national de l'hygiène publique, INHP, a mis le cap sur la cité de Bingerville, qui est du même district sanitaire que Cocody, d'où a démarré la campagne de démoustication. Un premier temps, c'est d'informer, sensibiliser la communauté. Dans un second temps, on passe de cour en cour. Il faut que chacun prenne le relais dans sa cour, de telle sorte que quand la fumigation va passer, ça puisse faciliter la tâche. Les autorités locales ont bien accueilli l'initiative. Nous avons la radio à l'Aubé, déjà qui a commencé à sensibiliser. Et il y a eu déjà des affiches qui sont passées. Moi, dans mon quartier, déjà, tous les résidents ont eu des affiches pour demander aux gens de réserver un accueil chaleureux aux agents du ministère de la Santé qui passent pour la démoustication.
Toutes les communautés présentes au lancement de la campagne de Bingerville entendent être les relais de sensibilisation auprès des autres populations. Le message est bienvenu parce que nous constatons qu'il y a trop de moustiques dans notre ville. La ville de futur, la belle ville comme Bingerville, on ne doit pas avoir des moustiques. Notons que la maladie de la dengue est provoquée par la piqûre d'un moustique particulier appelé moustique tigre ou l'Aedes aegypti. La démoustication est une opération initiée par le gouvernement depuis le 6 mai dernier. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, a présenté aujourd'hui 2 importants documents. Il s'agit d'arrêtés ministériels. L'un détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et l'autre dévoile la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge varie entre 13 et 16 ans. Mama Traoré, Herman Givi. Quand dit-on qu'un travail est dangereux pour un enfant? Quels sont les travaux qui lui sont interdits? Sous quelles conditions un enfant est-il admis à travailler? Les réponses à toutes ces interrogations se trouvent dans le contenu des 2 arrêtés signés le 2 juin dernier par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. L'un détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. L'autre dresse la liste des travaux légers autorisés aux enfants âgés de 13 à 16 ans. S'agissant de l'arrêté déterminant la liste des travaux dangereux, il assure la protection des enfants contre les risques des travaux dangereux. Il opérationnalise les normes internationales interdisant les pires formes de travail des enfants en les adaptant aux réalités du contexte socio-économique et culturel ivoirien. Quant au 2e arrêté, il consacre et encadre le principe selon lequel un enfant qui n'a pas encore terminé sa scolarité obligatoire est autorisé à exercer des travaux légers. Ces initiatives viennent renforcer les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire visant à atteindre la cible 8.7 des objectifs du développement durable portant sur l'élimination du travail des enfants d'ici 2025 et du travail forcé d'ici 2030. La prise de ces 2 nouveaux arrêtés résulte de la visite de travail effectuée en avril 2016 par la première dame Dominique Ouattara au siège de l'Organisation internationale du travail à Genève, en Suisse. Elle y était en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Cette mission a permis à Mme Dominique Ouattara, présidente du CNS, d'engager des discussions avec le directeur général de l'OIT afin d'établir une distinction claire, d'une part, entre les enfants qui fréquentent régulièrement l'école et qui effectuent pendant leurs heures de temps libre quelques travaux légers aux côtés de leurs parents, et d'autre part, les enfants coupés de leur famille et exploités à des fins économiques et menant des travaux dangereux et interdits pour leur âge. Cette distinction est un impératif qui permettra à tous d'éviter les amalgames entre les travaux interdits aux enfants et ceux qui leur sont autorisés. Selon une enquête réalisée en 2013 par le Bureau international du travail, 40% des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent effectuent des travaux dangereux. La Côte d'Ivoire et 31 autres pays africains viennent de bénéficier d'un financement de 46 milliards de francs CFA pour préserver les ressources halieutiques et développer l'aquaculture. La partie ivoirienne, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a signé une convention avec la FAO et la Norvège qui accompagnent notre pays dans ce projet, comme nous l'explique Victorine Yaoyopouy. Tous les acteurs de la pêche s'accordent pour dire que les ressources halieutiques sont de plus en plus rares dans nos eaux. Mais à ce jour, aucune donnée fiable ne vient étayer ce constat. Cela est dû à l'insuffisance de recherche sur le secteur et cette situation similaire dans plusieurs pays côtiers de l'Afrique constitue un véritable frein à la préservation des ressources halieutiques. Le Royaume de Norvège a décidé d'aider 32 pays africains dont la Côte d'Ivoire à combler cette lacune. Une enveloppe de 46 milliards de francs CFA leur est octroyée, en plus d'un avis de recherche
pour faire une évaluation de l'écosystème marin dans ces pays. La mise en œuvre du projet est confiée à la FAO, d'où la signature de convention entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et la FAO ici à Abidjan. Ce nouveau programme permettra à nos chercheurs, aux chercheurs ivoiriens avec le navire Fridtjof Nansen, d'améliorer encore plus les connaissances en matière des ressources halieutiques pour éviter une surexploitation des ressources. Nous sommes en train d'élaborer un programme de gestion durable des ressources halieutiques et nous avons besoin des appuis. Le navire Fridtjof Nansen viendra donc détecter le stock disponible de poissons dans nos eaux. Cela va nous permettre de planifier nos pêches et de ne pas faire de la surpêche. Dans quelques semaines, le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen arrive dans les eaux ivoiriennes. Des études seront menées afin de connaître le potentiel halieutique, de mesurer l'impact du changement climatique sur l'environnement marin, mais aussi de mieux orienter la politique aquacole de la Côte d'Ivoire. Mais pour mieux planifier toutes ces actions, un atelier va réunir les 32 pays bénéficiaires du projet très prochainement à Accra, au Ghana. Comment accélérer l'exploitation du bassin sédimentaire ivoirien? Les enjeux sont importants, notamment augmenter la production d'électricité. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables est actuellement en tournée promotionnelle pour attirer des investisseurs en vue d'accroître la production d'hydrocarbures en Côte d'Ivoire. La rencontre a lieu à Paris. Christelle Menin. 79e conférence exposition de l'Association européenne des géoscientifiques et ingénieurs, IEG. Occasion pour la Côte d'Ivoire d'une tournée promotionnelle de son potentiel pétrolier et gazier. Environ 5000 participants, mais la cible du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, ce sont les grandes compagnies pétrolières membres de l'IEG. Ce que l'on souhaite avoir par rapport à ce roadshow, c'est d'abord un feedback de nos partenaires ou d'investisseurs potentiels par rapport à ce que la Côte d'Ivoire devrait faire en plus pour faciliter donc l'intégration et l'intérêt d'investisseurs au bassin sédimentaire ivoirien. Nous avons déjà commencé à rencontrer des investisseurs et nous avons reçu même déjà des propositions par rapport à des blocs. Ont été associés à ce roadshow 3 des 20 compagnies pétrolières actuellement en exploration ou en production dans le bassin sédimentaire ivoirien. Ces 5 dernières années, 27 contrats de partage de production ont été signés par la Côte d'Ivoire. Nous venons de prendre un nouveau permis par des profondeurs d'eau qui sont très importantes. On pense que le potentiel de ce permis justifie les investissements qui seront nécessaires en cas de découverte. Nous sommes opérateurs depuis 1999 et nous avons toujours trouvé en face de nous des réponses claires aux questions que nous posions et avec une grande stabilité juridique qui nous a permis de procéder à plus de 2 milliards de dollars d'investissement dans ce pays avec, disons, une certaine sérénité quant à notre avenir. Les explorations des 87 000 km² du bassin sédimentaire ivoirien ont débuté dans les années 50 et se sont intensifiées depuis 1970. Le code pétrolier a été modifié sur ordonnance en 2012 pour mieux s'adapter aux exigences du secteur et garantir de meilleurs profits pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un secteur des hydrocarbures fort. Et pour ce faire, il nous faut développer nos opportunités et nos ressources et démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui offre donc un partenariat sérieux à long terme avec les acteurs du secteur pétrolier. Sur 61 blocs identifiés, seulement 4 sont en production et délivrent chaque jour environ 40 000 barils de pétrole et 275 millions de pieds cubes de gaz. Alors que le cours du pétrole est en baisse, l'intérêt majeur de la Côte d'Ivoire en matière d'hydrocarbures réside dans la production de gaz pour faire face aux besoins croissants en électricité du pays. Nous partons pour l'Afrique du Sud. Le ministre des Transports effectue une mission 2 ans après l'obtention de la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Amadou Kone a rencontré son homologue sud-africain. Il a également échangé avec les responsables de la compagnie nationale aérienne sud-africaine. Ami Sissoko est notre envoyé spécial.
L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan est depuis 2015 certifié TSA par l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports. Une décision qui atteste du bon niveau de sécurité et de sûreté de cet aéroport et qui l'autorise à réaliser des vols directs de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. 2 ans après cette certification, la Côte d'Ivoire est toujours en attente d'une compagnie qui va assurer ce trafic. La question a été abordée par le ministre des Transports Amadou Koné avec South African Airways. La compagnie aérienne est certifiée comme l'une des meilleures compagnies africaines en qualité du service et son expérience peut aider la Côte d'Ivoire dans sa volonté de rendre effectifs les vols directs vers les États-Unis. Tout ce qui s'est passé ici, c'est vraiment fructueux. Aussi, vous dire qu'ils veulent renforcer la situation sur la voie ferroviaire, maritime, routière et aérienne. Et aussi voir dans quelle mesure ils vont renforcer les vols venant de l'Afrique du Sud pour l'Abidjan en Côte d'Ivoire. Amadou Koné et sa délégation ont visité l'aéroport international Oliver Reginald Tombo de Johannesburg, le centre des opérations aéroportuaires ainsi que l'académie de formation au métier de l'aviation. Centre d'intérêt de ces visites, la sécurité des passagers et de la fluidité du trafic. Nous avons eu des assurances, d'abord du gouvernement, de l'intérêt pour la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le transport aérien. Ils ont confirmé donc leur intention d'aller vite. Je pense que d'ici fin juillet-août, on pourrait avoir un calendrier précis donc, du démarrage des vols. La question du métro et celle de la nouvelle gare routière d'Abidjan ont également été évoquées avec le ministre sud-africain des Transports. Selon Amadou Koné, l'expertise sud-africaine va sûrement aider à la réalisation de ces projets. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a animé une conférence de presse hier au siège du parti. Il a annoncé la tenue d'une marche le samedi 17 juin prochain, une marche pour exprimer le mécontentement de l'opposition face aux récents événements survenus dans l'armée. Le témoignage d'Herman Guivi. Devant les récents mouvements sociaux et militaires, le Front populaire ivoirien, parti de l'opposition, veut faire entendre sa voix. Pour nous, cette marche devait être d'abord perçue comme une marche de la dignité nationale pour protester contre les mutineries, contre un ensemble de situations que la Côte d'Ivoire connaît depuis le début de cette année 2017. Une marche pacifique qui, selon le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, devrait bénéficier de l'encadrement des forces de sécurité pour éviter tout débordement. Nous avons déjà écrit depuis le 23 mai 2017 au préfet de police et au préfet de région pour les informer à la fois de la marche, des motivations de la marche et du circuit de la marche. Donc nous sommes persuadés que le samedi, l'État mettra à notre disposition les forces de l'ordre pour soutenir notre service de sécurité afin que cette marche se déroule de façon pacifique dans l'ordre et que les Ivoiriens aient l'occasion de pouvoir s'exprimer sans aucun incident. Pour Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, le FPI entend bien jouer son rôle de parti de l'opposition. En bref, le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire décide de porter en prière les 8e Jeux de la francophonie. Le Forum a fait une déclaration pour inviter les Ivoiriens à se joindre à leur organisation qui aura lieu samedi prochain à l'hôtel du district d'Abidjan. Ils étaient nombreux à faire le déplacement ce jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué pour accueillir la dépouille de l'international ivoirien Ismaël Cheikh Tioté, décédé le 5 juin dernier en Chine. Sa dépouille est arrivée dans une ambiance d'émotion et de pleurs. Des membres du gouvernement, la FIV, ses anciens coéquipiers et son ancien coach Hervé Renard ont fait le déplacement. Le témoignage d'Oda Lébé.
C'est sur le vol EK 787 de la compagnie émirate que la dépouille de Tioté Cheikh Ismaël a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Les ministres François Albert Amicha, Lira Mata et Marietou Kone, le président de la Fédération ivoirienne de football Sidi Diallo, des personnalités du monde sportif, ses amis et des anonymes, tous étaient à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour rendre un hommage mérité à Tioté Cheikh Ismaël. Tioté Cheikh Ismaël a notamment fait partie de l'équipe des éléphants pour les mondiaux de 2010 en Afrique du Sud et de 2014 au Brésil. On était ensemble il y a pas si longtemps, c'était seulement en 2015, hein, ça fait... Après il n'y a pas de mots, juste une grande douleur et puis il restera à jamais dans nos cœurs. Venir à l'aéroport chercher le corps de Cheikh, il faut prendre cela comme c'est arrivé, c'est le destin, ce que Dieu a voulu. Il a laissé derrière lui beaucoup de ses frères, beaucoup de ses soeurs qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont dépendants de lui, mais qui l'ont aimé, qui l'aiment toujours et qui continueront de l'aimer. Nous sommes tous attristés. Après l'aéroport, le cortège funèbre s'est rendu à l'Ivoirienne de Sépulture pour la prière musulmane en attendant le 18 juin pour l'inhumation au cimetière de William Civil. Âgé de 30 ans, Tioté Cheikh Ismaël a fait le beau jour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aux côtés de Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Kalou Bonaventure, Gervinho, Serge Aurier et autres. L'international ivoirien a porté le maillot du Sporting Anderlecht durant 3 saisons entre 2005 et 2008. Il a ensuite quitté ce club pour jouer aux Pays-Bas à Roda, où il a été prêté par le club bruxellois puis à Twente. Transféré à Newcastle en 2010, il a évolué en Première Ligue jusqu'en février 2017, date à laquelle il a rejoint le Beijing Enterprise. Il a porté à 52 reprises le maillot de la Côte d'Ivoire. Fin de ce 20h, ne décrochez surtout pas l'intégralité de la conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sur l'Eurobond 2017 vous sera proposée après ce journal à 20h50 sur RTI1. Fin de ce 20h, à demain.